Bonjour tout le monde, bienvenue ici à Allo la NUPES numéro 4 déjà. Comment vous allez? On est de plus en plus. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors Asma, on te connaît tous ici. Ça va? Oui, on a la chance d'accueillir ce soir de nouvelles têtes. Donc, je propose qu'on fasse un petit tour de présentation avant de commencer vraiment ce podcast, comme on est assez nombreux ce soir et nombreuses. Katia, est-ce que tu veux débuter rapidement en te présentant Donc, bonsoir. Donc, Katia, je suis à Budapest, enfin dans la banlieue de Budapest. Je travaille, j'ai des enfants, 3, qui sont toujours vivants parce que je ne les ai pas encore tués. Un gentil mari qui est toujours vivant parce que je ne l'ai pas encore tué. Et puis voilà, et le reste, on plus tard. Maxime, est-ce que tu veux dire 2 mots? Et pour moi, Maxime de Düsseldorf. Et j'ai aussi moi j'ai 2 enfants, voilà, 2 petites filles maintenant. Et bon, on commence à se connaître, c'est mon 4e live là quand même avec vous. Hein. T'es un habitué du Allo la NUPES. Voilà, et je suis traducteur dans la vie sinon. Et on dit aussi bienvenue à Christine. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis à Munich. Alors, j'ai rien d'intéressant à raconter puisque je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfant. Mais au moins, je n'ai pas la tentation de les tuer, donc ça va très bien. Et je suis donc un petit peu dans les métiers précaires puisque je suis musicienne freelance et prof de français langue étrangère aussi pour adultes dans les universités populaires, les Volkshochschulen. Voilà, et ce soir, je vais poser quelques questions à Katia. Super. Mathias, est-ce que tu veux rajouter 2 petites phrases? Eh ben moi, j'habite à Fribourg, donc j'ai tué personne aussi non plus encore. Et voilà, dans la vie, je suis aussi un peu comme Christine, on est collègues, je suis aussi musicien et prof de violon. Donc. Et voilà, et sinon, on est là, tous actifs, on est là. C'est ça. Et moi, je suis Asma. Du coup, je vis à Berlin depuis 2 ans. Ça fait 7 ans que je suis en Allemagne. Et je trouve ça super cool qu'on se retrouve tous les 2 lundis du mois pour partager nos idées dans ce podcast et interviewer des gens de toute notre circo. Donc, super cool. En tout cas, que notamment Katia et Christine puissent être là ce soir. Je vous propose qu'on débute par une vidéo qui nous vient tout droit de Prague. Mathias, tu as pu interviewer Avril sur le sujet notamment des meurtres LGBT-phobes qui ont eu lieu malheureusement dans notre circonscription il y a quelques semaines. Donc, je vous propose qu'on regarde cet extrait tout de suite. C'est parti. Bonjour Avril. Salut. Bienvenue de nouveau à ce nouveau numéro d'Allo la NUPES. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Nous avons donc commencé cette partie avec un générique sans musique en hommage à Juraj et Matouš, qui sont 2 personnes LGBT+, qui ont été assassinées à Bratislava le 12 octobre dernier par un suprémaciste blanc. Et donc, nous voulions avec toi revenir sur cet événement. Pour commencer, est-ce que tu peux donc d'abord nous décrire les faits, ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Alors, du coup, comme tu l'as dit, le 12 octobre, il y a un jeune homme slovaque de 19 ans qui a commis un attentat contre le bar Queer Teplareň à Bratislava, en Slovaquie. Il a abattu avec une arme à feu 2 personnes et a gravement blessé une 3e. Les victimes sont donc Juraj, qui avait 26 ans, qui était non-binaire, et Matouš, 22 ans, qui était gay. Et ils étaient tous les 2 devant le bar. Et voilà. Cet attentat, il peut être qualifié de terrorisme. Avant son passage à l'acte, l'assassin, il avait partagé un manifeste sur les réseaux sociaux. Et c'était
un manifeste fasciste où il avait planifié tout ce qu'il allait faire. Les propos qu'on retrouve dans les textes sont LGBTophobes, homophobes, xénophobes, antisémites, et j'en passe. Il appartenait clairement à la mouvance néo-nazie du suprémacisme blanc et c'était le fils d'un homme politique d'extrême droite slovaque. Du coup, les journaux disent qu'il a baigné dans des discours de haine constants. Et ensuite, il s'est donné la mort après la fusillade. Peut-être tu as parlé d'une personne non binaire. Tu peux nous rappeler ce que c'est ce concept? Il n'est pas forcément très connu par tout le monde. Oui. Alors, la non-binarité, en fait, c'est une identité de genre. Il y a une différence entre le sexe biologique et l'identité de genre. On peut être un homme, une femme, et les personnes non-binaires ne se reconnaissent ni dans le concept d'homme, ni dans celui de femme. Et ils sont soit entre les deux, sur le continuum, ou sans ces identités connotées-là. Ce qui n'a non plus rien à voir avec l'orientation sexuelle, non? Ce qui est encore... Oui, l'orientation sexuelle, c'est encore une autre chose. Encore autre chose. Alors, cet événement, j'imagine, il a soulevé une certaine réaction, tant en Slovaquie, et vous êtes à Prague, qui est un pays, dont tu me disais, un pays frère de la Slovaquie, qui a une histoire très, très commune, très proche de la Slovaquie. Donc, ce qui se passe en Slovaquie se répercute en République tchèque. Comment ont réagi les sociétés, tant la classe politique que les médias dans ces deux pays? Alors, clairement, ça a secoué toute la Slovaquie ainsi que la République tchèque, de par leur histoire commune, comme tu disais, et le fait que c'est des pays voisins, voilà, qui ont une histoire, qui ont été un seul pays et qui sont ensuite séparés. Mais à chaque fois qu'il y a des événements qui se passent dans un pays ou dans l'autre, ça a beaucoup d'influence. Et la présidente slovaque, du coup, très peu de temps après les événements, s'est rendue sur les lieux. Elle a condamné l'attentat, elle a exprimé sa solidarité avec la communauté LGBT. Et les médias en Slovaquie et en République tchèque, ils décrivent que cet assassinat s'inscrit dans un climat d'intolérance, de propos haineux dans l'espace public qui sont tolérés depuis des dizaines d'années. Les mots, les discours dans la sphère politique et médiatique ont un poids si important qui peuvent amener à des horreurs pareilles. Et à la suite des premiers articles qui sont passés sur les journaux des deux pays, il y a des marches qui se sont organisées dans les deux pays. Moi, je peux parler de la République tchèque, du coup, vu que j'y habite. Et en l'espace de 15 jours, il y a eu 3 marches qui ont été organisées par différents collectifs. Et ainsi, c'était pas seulement à Prague, c'était simultanément dans plusieurs villes, dans tout le pays. Du coup, ça montre que c'est pas seulement dans la capitale qu'il y a eu des réactions. Et les marches ont réuni quelques milliers de personnes pour commémorer les victimes et demander une meilleure stratégie pour combattre les crimes de haine et les discours de haine à caractère homophobe, transphobe. Et du coup, j'imagine votre groupe de Prague, il est aussi allé à la marche ce jour. Oui, on est allé à au moins 2 des marches qui ont été organisées à Prague pour aller apporter notre soutien. Mis à part des marches, dans les 2 pays, il y a des pétitions qui ont été lancées. Les 2 pétitions, alors je ne sais pas pour la pétition slovaque, mais je sais que pour la pétition tchèque, il y a déjà quasiment 22 000 signatures. Du coup, ça fait quand même pas mal. Et ça va être utilisé pour aller discuter avec les représentants et représentantes politiques. Et les 2 pétitions demandent la mise en place de mesures plus efficaces pour combattre les crimes de haine et les discours haineux. Elles demandent l'amendement du droit pénal pour que les crimes de haine fondés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre soient traités de manière égale aux crimes
qui sont basées sur la religion, la nationalité ou l'ethnie. Et en plus, en Slovaquie, la pétition demande aussi à ce qu'un code d'éthique soit adopté au Parlement pour encadrer les discours au sein du Parlement, avec des recours disciplinaires s'il y a des propos incitant à la haine sur la base de la race, de la nationalité, de l'ethnie, de la religion, y compris l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Est-ce que ces pétitions, elles sont destinées plutôt aux gens de ces pays-là, ou est-ce que n'importe qui, comme nous, peuvent aussi les signer? Alors, je pense que c'est plutôt adressé aux personnes qui ont la nationalité du pays. On peut évidemment exprimer notre soutien, mais je pense que c'est plutôt pour les gens qui au moins vivent dans le pays, je pense. Et effectivement, on a vu que de notre côté, du côté plutôt des pays de l'Ouest. Et peut-être j'ai encore quelques mots à dire sur les pétitions, parce qu'il n'y a pas que ils demandent d'autres choses dans les pétitions. Ils veulent aussi en finir en fait avec le traitement des personnes LGBT comme des citoyens et citoyennes de seconde classe, parce qu'en fait le fait qu'on n'ait pas les mêmes droits, ça incite à la haine, ça participe à la déshumanisation de ces personnes, et du coup les pétitions demandent qu'il y ait une transition de genre dans la dignité, c'est-à-dire de mettre fin à la stérilisation forcée pour les personnes trans qui souhaitent changer leur sexe légal. Et parce que c'est toujours le cas en fait dans ces deux pays, ce qui n'est pas le cas en France. Et pourtant, ils ont été condamnés par plusieurs instances internationales comme la Cour suprême européenne des droits de l'homme. Et les pétitions demandent aussi en République tchèque la mise en place du mariage pour tous et toutes, et en Slovaquie la reconnaissance officielle des couples non hétéros. Et il faut noter qu'en République tchèque, il y a plus de 70% de la population qui est favorable au mariage pour tous et toutes, et qu'il y a eu 2 projets de loi qui ont échoué jusque-là. Et ça, c'est parce qu'il y a une représentation politique disproportionnée de partis conservateurs et traditionnalistes dans le Parlement tchèque. Et je ne suis pas sûre pour la Slovaquie, mais c'est un pays encore plus traditionnel dans ses valeurs. Du coup, ces questions-là sont assez compliquées à mettre sur la sphère politique. Et en plus de ça, la pétition slovaque demande aussi de combattre la désinformation en ligne, notamment, et de fournir une meilleure éducation dans les écoles, et de fournir des espaces safe, notamment pour les jeunes personnes queer. Si je ne me trompe pas, la République tchèque est un pays plutôt laïque, non? Contrairement à tous ses voisins de l'Est, disons. Oui, c'est un des pays les plus athées d'Europe, tout court. Mais il y a quand même... en fait, c'est tout le problème, c'est l'accès au pouvoir à travers les partis et n'est pas du tout représentatif de sa population, en fait. On a vu donc une grosse réaction là, dans ces pays-là, mais par contre, contrairement, peu de choses du côté des pays de l'Ouest, disons, ce qu'on pourrait dire, tant en Allemagne, où nous on habite, qu'en France, dans les médias, dans les réactions de la classe politique. Ouais, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est le peu de réactions à l'international et en France. À ce jour, j'ai vu passer qu'un seul article dans Libération qui parle de ces assassinats. Et j'ai entendu aucun mot de soutien de la part du gouvernement français ou de nos représentants politiques. Aucun mot de la part de notre député, M. Petit, qui est député de la circonscription numéro 7, dont fait partie la Slovaquie. Et en 2018, il y avait eu une conseillère municipale lesbienne, noire, engagée contre l'impunité policière, Marielle Franco, à Rio de Janeiro, qui avait été assassinée. Et ça avait provoqué un émoi partout, dans toutes les sphères, qu'elles soient médiatiques, politiques, militantes, et jusqu'à l'ONU. Du coup, pourquoi ce silence pour ces assassinats qui sont passés il y a
bientôt 1 mois, 3 semaines à Bratislava. Pour moi, c'est assourdissant et je ne comprends pas. C'est vrai qu'on peut se demander, ouais, il y a plein de raisons qu'on pourrait donner, mais ce sont que des suppositions, non? Est-ce que c'est parce que c'est un blanc en Europe ou voilà? Mais bon, ça c'est que des suppositions, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on peut du coup, de notre côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Enfin, comment on pourrait réagir quand on n'est pas dans ces pays-là, justement, ni en République tchèque, ni en Slovaquie? À notre échelle, en tant qu'individu, je pense qu'on peut partager les pétitions si on connaît des gens qui sont en Slovaquie ou en République tchèque, parler autour de nous de cet incident. Et nous, en tant que militants à la NUPES, dans la 7e circonscription, je pense que ça peut être une bonne occasion d'exprimer notre soutien aux victimes, à leurs familles, choisies ou non, et que la NUPES condamne cet attentat, qu'on condamne le fascisme néo-nazi moribond et le laisser-faire qui a pu amener à cet acte du jeune radicalisé. Et ça arrive pas seulement dans d'autres pays, ça arrive aussi en France. Là, le 29 octobre, très récemment, il y a eu un homme qui a assassiné un homme homosexuel à coups de couteau. Du coup, voilà, ça se passe partout. Et plus on laisse place à des discours haineux dans la sphère publique, plus on normalise en fait les actes haineux. Et ça, c'est inadmissible. Avril, merci beaucoup pour ce témoignage et donc pour justement mettre en lumière un événement dont on a peu entendu. Et voilà, donc on essaiera d'en parler, d'en discuter, de le diffuser. Merci beaucoup à toi de m'avoir laissé l'espace de pouvoir discuter de tout ça. C'est important. Et donc, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. C'est vrai que c'est un thème assez émouvant et oui, merci Mathias d'ailleurs d'avoir pu enregistrer Avril pour qu'elle soit là quand même indirectement ce soir parce que ce sont des sujets qui nous sont chers au sein de la NUPES, ce sont des valeurs que nous défendons aussi d'antidiscrimination qui sont l'ADN en fait même de notre combat à gauche. Donc merci beaucoup d'avoir pu faire cette interview. Non, et surtout, merci à Avril qui est toujours disponible pour nous. Et merci à Avril de pouvoir nous donner aussi un regard autre que le regard germanophone dans laquelle Tirko est assez présente. Je vais laisser la place désormais à Christine et Katia pour la suite de la chronique. Bonsoir Katia, je crois que Maxime va aussi nous rejoindre. Oui, c'est Bienvenue, alors c'est super que tu sois là. Donc aujourd'hui on élargit la Circo au-delà de l'Allemagne, donc avec la Tchéquie, la Slovaquie et maintenant avec toi la Hongrie. Donc on va parler avec toi de l'accueil et de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Et dès qu'on parle d'accueil de migrants, bon, on a tout de suite les bas du front qui vous disent « Ah, si vous les aimez tant, vous n'avez qu'à les prendre chez vous ». Bon, c'est censé nous faire taire, sauf que, en fait, quand c'est nécessaire et quand c'est matériellement possible, eh bien, il y a des gens qui le font. Et c'est votre cas, donc toi et ta famille, vous avez accueilli plus de 200 réfugiés. Alors toi, tu as fait ta vie en Hongrie, là tu vis là-bas depuis une quinzaine d'années, tu nous diras. Tu es marié, tu as les enfants, les 3 enfants, entre 4 et 10 ans, tu as ton travail, ton mari travaille. Bon, accueillir 200 réfugiés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est quelque chose comment ça se traduit dans la vie pour toi? Je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu vas nous en dire? Alors, donc, accueillir 231 réfugiés, qu'est-ce que ça change au quotidien? Tout, en fait. Tout. Les repas, l'organisation, les ménages, s'occuper un petit peu moins des enfants parce qu'il faut s'occuper des étrangers. C'est tout, c'est toute la vie de la famille et tout le monde qui change. Ouais.
Alors, une petite remarque technique. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ou un peu plus près du micro? Oui. D'accord, merci. Mieux là. Et voilà Maxime qui va me relayer ensuite. Pardon pour l'interruption. Oui, donc ça change tout. Voilà, ça change tout. C'est que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau du quotidien, des heures de sommeil, de l'organisation du travail, de l'organisation avec les enfants, ça change tout. 231 personnes à la maison, ça change tout. 231 personnes. Donc, comment ça s'est passé aussi sur le plan familial, donc sur le plan professionnel? Comment vous avez géré ça? Comment ça s'est passé pour ton travail déjà? Alors, sur le plan professionnel, j'ai eu de la chance. J'avais déjà de la chance au départ parce que je travaille de la maison, que j'ai un boulot qui est relativement flexible puisque je suis knowledge manager. Mon boulot, c'est de créer de la documentation. Donc, dans mes horaires, je suis relativement flexible. Tant que le boulot est fait à la fin, on s'en fout de savoir si je bosse 6 heures un jour et 8 heures un autre jour. Mais surtout, je travaille depuis mon retour de mon dernier congé maternité. Et en fait, déjà avant mon dernier congé maternité, je fais partie de la même équipe depuis 7 ans. Donc, du coup, ce sont des personnes en qui j'ai confiance, qui ont confiance en moi et qui m'ont beaucoup aidé aussi pour alléger mon emploi du temps dès qu'ils le pouvaient, de façon à ce que je puisse consacrer plus de temps à l'hébergement, à la coordination du transfert, à tout ce qui était nécessaire et tout ce qui concernait les réfugiés ukrainiens pendant 6 mois. D'accord, donc ça, en effet, c'est de la chance. Mais ensuite, Voilà. à la maison? À la maison, ben, en fait, avec mon mari, on s'est rééquilibré les tâches en fonction de ce qu'on savait faire. Moi, je suis quelqu'un qui a le contact facile et qui a de bonnes bases d'organisation. Ben, du coup, j'ai organisé les choses et puis mon mari s'est occupé des courses, des enfants, du quotidien et voilà quoi. Donc, en fait, on s'est un petit peu réorganisé vis-à-vis des enfants. Après, ben, on leur a expliqué au début comment ça allait, qu'il y avait des gens qui allaient arriver. Les premiers jours, on leur a même dit de ne pas en parler à l'école parce qu'on savait que la guerre avait éclaté, mais on ne savait pas exactement quelle serait la position globale de la population hongroise, quelle serait la position du gouvernement, parce que Orban est quand même assez proche de Poutine et qu'en fait, on ne savait pas si on s'orientait vers une situation comme en 2015 avec un rejet massif, etc., ou si on s'orientait sur autre chose. Donc, du coup, on avait dit au départ aux enfants de ne pas en parler à l'école. Et après, au bout de 3-4 jours, quand on a vu que en fait, les élans de solidarité étaient quand même assez généralisés et assez bien vus, à ce moment-là, on leur a dit qu'ils pouvaient aussi en parler à l'école s'ils le souhaitaient. Et par contre, j'ai prévenu aussi les instits qu'il y avait qu'il y aurait des changements dans les emplois du temps des enfants, qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de distraction de la part des enfants aussi, qui seraient peut-être un petit peu moins concentrés. Mais globalement, enfin, il n'y a pas eu de… Voilà. Et après, régulièrement, on a aussi revu la situation avec les enfants pour discuter avec eux, surtout les deux grands qui ont 10 et 8 ans, pour voir avec eux s'ils étaient toujours d'accord avec la situation, si on pouvait continuer à héberger ou pas. Et tout, à part la première décision, la décision du premier jour de la guerre, quand on a ouvert la maison aux réfugiés, quand on a pris la décision et qu'on a ouvert la maison aux réfugiés, dans le premier jour de la guerre, là, on n'en a pas parlé aux enfants, ça a juste été mon mari et moi. Enfin, oui, je regardais, je fais chérie, on ouvre la maison pour les réfugiés. Oui, d'accord, ça y est, c'est fait. Discussion très constructive et très condensée. Mais par contre, après, quand on a pris la décision de poursuivre et de continuer, savoir jusqu'où on allait quand on allait, c'est des discussions qu'on a eues aussi avec les enfants. Et donc, après, donc, une fois que tu prends donc la décision d'agir, comment ça se passe? Enfin, tu le fais dans quel cadre en fait? Est-ce que c'est seul avec une association? Alors, et aussi, est-ce que c'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà un petit passif? Alors, j'ai déjà un passif. J'ai un passif aussi familial. Ah. J'ai un passif familial parce que mes parents avaient, il y a très longtemps, notamment quand ma mère militait au MRAP, mes parents avaient suivi de près ou de loin des accueils de Yougoslaves, de réfugiés yougoslaves en France pendant la guerre en Yougoslavie. Moi, j'ai travaillé en France avec des associations qui faisaient des accueils de Tchétchènes et j'ai aussi travaillé sur des accueils de Kosovars.
Et en 2015, j'ai aidé comme je pouvais parce que la situation était un petit peu compliquée pour moi. J'étais dans mon 2e congé maternité avec un bébé de 9 mois. Donc, c'était assez compliqué, mais j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau en 2015 avec les réfugiés afghans et syriens qui étaient en très grand nombre sur Budapest, puisqu'à l'époque, je ne sais plus combien on en avait, mais je crois qu'on n'était pas loin de 150 000 personnes qui étaient coincées dans les gares à Budapest pendant des semaines et des semaines. Donc, c'est pour le passif. Après, comment ça s'est organisé? Sur les réseaux de 2015, il y a des morceaux qui sont restés, notamment l'association Migration Aid à Budapest. Donc, c'est que ces réseaux-là se sont reconnectés. De nouveaux réseaux civils se sont très, très vite ouverts. Il faut savoir que la Hongrie a une particularité, c'est qu'ils ont, les Hongrois ont une capacité d'organisation et de gestion de crise qui est assez intéressante. Je suis à chaque fois qu'il y a une situation un peu dramatique, que ce soit les réfugiés en 2015 ou les réfugiés ukrainiens là, ou que ce soit des choses qui sont un petit peu plus des menaces d'inondation sur Budapest ou des choses comme ça, les Hongrois ont une capacité d'organisation qui est très très impressionnante. Donc du coup, les réseaux se sont très très vite montés. Moi, j'ai pris contact avec notre élu consulaire Vincent dès l'après-midi pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place déjà pour les Français qui étaient en Ukraine. Donc, avec Mathilde à Vienne, ils ont créé un fichier. Moi, j'ai publié le fichier dans tous les réseaux où je pouvais. Mathilde, pardon, c'est Mathilde Olivier, c'est ça? Oui, Mathilde Olivier. Donc, j'ai ensuite partagé sur pas mal de réseaux, sur des réseaux Facebook, etc. Et après, une fois qu'on s'est occupé de ça, j'ai partagé sur des réseaux hongrois aussi pour les comment ça s'appelle? Pour les réfugiés du coup ukrainiens. Et en fait, il y avait différentes plateformes qui se sont créées, comme partout, en Hongrie comme partout, pour s'enregistrer, pour accueillir des réfugiés. Et donc, je nous ai inscrits sur plusieurs plateformes, dont la plateforme Migration Aid, qui a été la principale avec laquelle j'ai travaillé depuis le mois de mars. Et donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir accueillir ces personnes. Donc, il y en a certains qui m'ont contacté directement. Il y a aussi des contacts en Allemagne qui m'ont envoyé des réfugiés à la maison pour qu'ils fassent une pause avant d'aller en Allemagne être hébergés. Et il y en a qui ont été envoyés par Migration Aid, etc. Et Christine, pour répondre à ta question, c'est bien Migration Aid, l'association. Et du coup, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas compliqué de faire ça en Hongrie, justement avec un gouvernement un peu proche de Poutine, comme tu l'as dit? Alors, c'est quoi la position exacte du gouvernement? Oui et non, parce que on peut accueillir très facilement en Hongrie. Il faut juste qu'il ne reste pas. Et il faut juste qu'il soit proche de la frontière. C'est-à-dire que le point de vue d'Orban est assez logique. Il manque totalement d'humanité et de clairvoyance, mais il est totalement logique. C'est-à-dire que quand on est pays en zone de guerre ou en crise, ce sont les pays limitrophes qui doivent absorber la crise, entre guillemets. Donc, les Afghans et les Syriens, il ne veut pas en entendre parler en Hongrie parce que pour lui, ce sont les pays limitrophes à l'Afghanistan et à la Syrie qui doivent gérer le problème. Donc, il envoie des subventions au Liban, il envoie des subventions en Libye, etc., aux pays limitrophes pour pouvoir aider dans les camps de réfugiés. Mais pour lui, ce n'est pas à l'Europe de régler le problème. Par contre, la zone de crise est en Hongrie. Il avait fait la même chose pendant la guerre du Kosovo, parce que le Kosovo touche aussi la Hongrie, et à l'époque, c'était à mi-chemin entre Orban, les premières années de Orban et le reste. Et la Hongrie avait ouvert ses portes, pareil, pour les réfugiés kosovars sans aucun souci. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on acceptait qu'ils restent. Là, maintenant, tout a quand même été fait pour qu'ils rentrent. Ils peuvent venir, ils sont les bienvenus, mais ils ne restent pas. Voilà. Donc, on leur met en place des billets de train, on met en place ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour les faire partir. Voilà. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais par contre, contrairement à 2015, héberger des Ukrainiens n'a pas été déclaré illégal. Et si on héberge des Ukrainiens, on n'est pas condamné d'êtres humains. Bon. Oui, c'était donc cette menace du trafic d'êtres humains, c'est quand même lourd. Oui. En 2015, il y a des personnes, depuis 2015, il y a quelques personnes qui ont essayé d'héberger chez eux des personnes entrées illégalement en Hongrie, pas
pas en les faisant payer, etc. Simplement un hébergement gratuit, de bonne volonté, etc. Et systématiquement, ces personnes-là ont été, quand elles ont été poursuivies, elles ont été condamnées pour du trafic d'êtres humains. Elles ne payent que des amendes, contrairement aux vrais trafiquants qui, eux, ont en plus une peine de prison, mais de façon à essayer de gêner un maximum la solidarité, le gouvernement et le pouvoir en place fait quand même en sorte que quand il y a quelque chose à faire, il le fasse et qu'au moins une amende soit inscrite pour que le délit soit inscrit et que le casier judiciaire en garde une trace. Face à ça, est-ce que ça n'a pas certainement fait justement que des gens sont retrouvés à devoir être aidés mais à ne pas pouvoir l'être? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de pas pouvoir accueillir quelqu'un ou que l'association se retrouve avec des gens à ne pas pouvoir accueillir? Alors, tu veux dire des Ukrainiens? Ukrainiens, oui, ou avant les autres vagues. Alors, avant, oui, c'est pour ça que les gens restaient entassés dans les gares et qu'il y avait 150 000 personnes qui étaient réparties entre les gares de Kakheti, de Delhi et de Nugati. C'est parce que justement, ils n'avaient pas la possibilité. Il y a des exceptions qui ont été faites pour un certain nombre d'églises qui étaient très, très listées. Et pour des cas bien particuliers de mères avec des jeunes enfants en bas âge, c'est-à-dire en dessous de 2 ans, etc., c'était des cas très, très, très précis. Mais sinon, les gens étaient entassés dans les gares justement parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les héberger. Personne n'avait le droit de les héberger. Toute personne qui essayait de les héberger courait de gros risques. Là, sur les Ukrainiens, la question ne s'est jamais posée. Pour les Ukrainiens, il a toujours été dit que n'importe qui pouvait les héberger. Donc, de fait, des hôtels ont libéré des places. Il y a des entreprises qui ont installé, l'entreprise pour laquelle je travaille a installé des matelas. Ils ont acheté des matelas à la One Again qu'ensuite ils ont refournis à une association caritative, mais ils ont acheté des matelas et des draps à la One Again pour pouvoir accueillir dans leur bureau qui ne servait pas puisque les employés continuaient à travailler de la maison. Ils ont accueilli 25 personnes en provenance d'Ukraine. Il y a des entreprises qui ont fait la même chose, des églises ont ouvert leurs portes, des champs ont ouvert leurs portes, des hôtels ont libéré des chambres pour les réfugiés, etc. Donc la problématique était totalement différente. À mesure où on savait qu'il n'y avait aucun délit, tout était facile. Par contre, ce sont des Ukrainiens ou des personnes en provenance d'Ukraine. Des Afghans, des Syriens, des Pakistanais, des Érythréens n'ont pas le droit à ça. Alors, là, on a parlé de la situation en Hongrie. Tu as mentionné aussi les transferts. Et j'aimerais bien savoir pourquoi c'est si important, quelle part ça prenait dans ton travail d'accueil, parce qu'on pense hébergement, tout ça, mais on ne pense pas à la suite, le transfert, et quelles difficultés tu as rencontrées? Alors, les transferts, ça prend une grosse place. Les transferts, ça prend une grosse place pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on a souvent des groupes qu'on est obligé de constituer un petit peu de façon opportuniste pour essayer de les faire voyager ensemble et en sécurité, parce que la sécurité des personnes a toujours été notre priorité. Donc, pour assurer la sécurité des personnes, on a mis en place un certain nombre de protocoles qu'il fallait respecter, qui nous ont un petit peu entravés aussi, mais qui étaient nécessaires par moment. Et parce que, en fonction des pays, les règles pouvaient changer sur la gratuité, sur les passeports, sur ceci, sur cela. Donc, il y avait énormément de choses qui étaient constamment à revoir, à rediriger. On avait une jolie route, Budapest, Zurich, Genève, Lyon, avec le train de nuit entre Budapest et Zurich. Ils ont fait sauter la gratuité des trains de nuit pour les réfugiés. On a été obligé de remodifier les itinéraires en s'arrêtant à Vienne, en exigeant des hébergements à Vienne. Enfin, c'était compliqué. La Pologne, à un moment, la Pologne, on leur disait, bon, mais écoutez, quand vous arrivez en Pologne, vous avez besoin d'aller en France, vous n'allez pas en Allemagne, vous ne passez pas par l'Allemagne. Je suis désolée pour mes petits collègues francophones et français qui vivent en Allemagne, mais l'Allemagne, pour déplacer des réfugiés, mais c'est un bordel monumental. Je peux témoigner, oui. Demander de l'aide. Donc voilà, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc on essayait de leur faire éviter l'Allemagne en les faisant redescendre, puisqu'il y avait un train direct qui descendait de Pologne jusqu'en Hongrie. En fait, il y en avait 2 par jour, donc on essayait de leur faire prendre ces trains-là pour qu'ils arrivent en Hongrie pour pouvoir se déplacer plus facilement.
Mais de temps en temps, il y avait aussi des bénévoles en Pologne qui disaient bah non, pourquoi vous voulez aller en Hongrie pour aller en France? Non, non, regardez, on vous met dans le premier train pour Francfort-Oder. Et en général, ça finissait en catastrophe parce qu'il fallait trouver il fallait d'abord, on n'avait plus la main sur les itinéraires, c'était la Deutsche Bahn qui avait la main sur les itinéraires. Il fallait trouver des volontaires en urgence. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent écouter ce live et se reconnaître un petit peu parce que j'ai dû leur envoyer des messages, j'ai dû les contacter complètement désespérés en disant vous connaissez quelqu'un à Nuremberg, Leipzig, Corbin, Stuttgart, Berlin, Francfort, n'importe où. C'est des questions que j'ai posées des tonnes de fois. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont répondu, que ce soit pour me dire non, je ne peux pas, ou oui, c'est toujours aimable de répondre. Donc, merci à ceux qui m'ont répondu. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un certain nombre de choses qui arrivent et qui font que les transferts, oui, ça représente une grosse part. Préparer l'accueil, on va dire que l'accueil était compliqué les 6 premières semaines parce que ça changeait tous les jours, parce que les gens restaient qu'une nuit, ils repartaient le lendemain matin. Il fallait changer tous les draps, nettoyer la salle de bain tous les jours, prévoir les sandwichs, les soupes, machin, essayer de… Il fallait bien accueillir et remonter le moral des troupes en moins de 12 heures, en fait. Donc, c'était quelque chose de très intense et qui laissait pas beaucoup de place. Après, l'accueil s'est un petit peu modifié parce qu'on a commencé à accueillir des personnes qui restaient 3, 4, 5 nuits avec des exceptions il y a une exception qui sont même restés, ils sont restés un mois, 4 semaines et demie, parce qu'en fait, ils attendaient des visas. Donc, des personnes qui attendaient des visas ou des billets d'avion pouvaient, elles, rester un petit peu plus longtemps. Donc là, c'était un petit peu plus souple parce qu'on n'était pas dans le même rush. On n'avait pas la même nécessité de faire bien là, maintenant, tout de suite et de donner le maximum sur 12 heures pour qu'ils repartent à peu près en bonne santé et avec un moral à peu près correct. Donc, du coup, c'est vrai que les transferts, du coup, prenaient beaucoup plus de place après à ce moment-là. Ils en prenaient déjà avant, mais c'était compliqué et j'en faisais pas beaucoup. Après, on a commencé à en faire beaucoup plus. J'ai commencé seule et au bout très rapidement, mon mari il m'a dit Katia, tu ne peux pas continuer toute seule. Là, il me dit c'est pas possible. Il me dit il y a 2 solutions, soit tu arrêtes, soit tu trouves quelqu'un pour t'aider. Et donc du coup, j'ai monté ma petite équipe de coordination. On a fait des erreurs, on a appris nos erreurs, comme on a fait des erreurs, enfin, c'est pas tellement qu'on a fait des erreurs, on a aussi manqué de chance, hein, parce qu'on voyage avec des trains, donc il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir un retard, n'importe quoi, une correspondance qui rate, etc. Donc, après chaque transfert, on regardait ce qui se passait mal pour essayer d'améliorer le transfert suivant. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Analyser ce qui s'est passé, trouver les solutions pour… un exemple tout simple. Une famille, enfin, il y avait 2 familles, partent en Angleterre, donc prennent le train de Budapest pour aller à Zurich. Et dans la nuit, en fait, le train tombe en panne et ils se retrouvent à changer d'itinéraire et avec 3 changements de train pour arriver à Zurich. Donc, les personnes nous disent, pas de problème, on est autonome. Moi, je parle anglais. Svetlana me dit, je parle anglais, il n'y a pas de problème. OK, mais elle n'avait pas de Wi-Fi. Donc, très compliqué de nous contacter régulièrement pour nous donner des mises à jour, quoi. Donc, on a réussi à s'arranger. La fois suivante, on a dit, bon, on va commencer à laisser des messages aux réfugiés pour qu'ils aient les messages. Donc, on leur donne les messages en russe et puis on les leur traduit en français, en allemand, en italien ou en anglais, selon ce qui est nécessaire, de façon à ce qu'ils puissent, ils ont besoin de Wi-Fi, ils montrent le message, bonjour, je suis réfugié, je voyage, je dois me connecter au Wi-Fi pour communiquer avec le groupe d'aide qui suit mon trajet. Est-ce que vous pouvez partager votre Wi-Fi, des choses comme ça, quoi. Donc, chaque fois qu'il y avait un problème, on analysait le problème, on essayait de trouver les solutions de façon à ce que le problème, s'il se reproduisait, qu'il n'ait pas du tout les mêmes effets et qu'il puisse être réglé beaucoup plus rapidement. Et ça aussi, ça prend du temps. Et puis après, il y avait donc il y a les impondérables, il y a le normal, il y a les règles qui changent dans les pays. Donc la Pologne, quand ils ont arrêté leur train, ça a été l'horreur parce que on ne pouvait plus faire descendre des gens sur Budapest. Donc tout le monde partait en Allemagne. Ça demandait beaucoup plus de travail sur l'Allemagne et c'était beaucoup plus fatigant parce que c'est toujours à la dernière minute. En Allemagne, on ne pouvait rien prévoir. La Hongrie a changé les règles aussi. La Suisse, à un moment, a changé les règles, mais eux, ce n'était pas les plus chiants.
Et puis après, il y a eu Lyon. Il y a eu Lyon et Vauquiez. Et là, Lyon et Vauquiez, ça a été horrible parce que déjà, ils ont arrêté de fournir des billets de TGV à la fin juin pour les réfugiés. Donc, pas que de TGV, hein, mais TGV et grandes lignes. Ils n'acceptaient plus de donner des billets gratuits pour les trains régionaux. Et peut-être 3 ou 4 semaines après, sans avertissement préalable, on nous dit, bon, ben voilà, à partir de demain, les billets gratuits sur les TER, ça n'existe plus non plus. Voilà, donc la SNCF supprime les billets grandes lignes pour les réfugiés et Voilà. Laurent Wauquiez, président de région Rhône-Alpes, décide que, il se paye ses dîners à 100 000 €, mais plus de trains régionaux gratuits pour les réfugiés. Et c'est la seule région qui l'a fait, c'est ça? Voilà, c'est la seule région. Parce qu'on bravo. On en a fait voyager partout. Ils quittaient la région Rhône-Alpes. En PACA, c'était bon. En Bourgogne, c'était bon. Mais pas au Rhône-Alpes. Alors, Katia, je suis vraiment désolée, on n'a pas réussi à tout dire. Il va falloir quand même qu'on passe au sujet suivant. En guise de conclusion. Vraiment à la fin. Voilà, on va certainement refaire une émission de suivi pour tous les points qu'on n'a pas abordés. Juste en conclusion, là, comme partout, eh bien, en Hongrie, vous avez l'inflation, l'hiver qui arrive, les coûts de l'énergie. Pour l'instant, si j'ai bien compris, toi, tu t'es mise en repos parce que c'est pas trop intense et que tu as besoin de te reconstituer tes forces. Mais donc, pour la suite, si jamais à nouveau des vagues arrivent, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous avez une inflation de combien en Hongrie? 35% sur l'alimentaire. 35%. Et il faut nourrir les gens et il faut les nourrir, oui, parce que les réfugiés mangent. C'est fou ça. Ouais, c'est dingue. En plus, ils sont d'Europe de l'Est, donc ils mangent beaucoup. Donc, voilà. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est ça. Donc la crise qui va vous frapper, enfin qui frappe à peu près tout le monde, l'inflation, les prix de l'énergie. On la prend plein gueule, ouais. On la prend plein gueule. De toute façon, ça a été. Il y a 3 facteurs qui ont fait qu'on a arrêté. Le premier, c'était une fatigue généralisée et un besoin de se concentrer sur les enfants. C'était ma santé. Il fallait que je me concentre un petit peu plus sur ma santé parce que j'ai des problèmes de santé. Il fallait que je les assume. Et la troisième était purement financière parce qu'on savait que le gaz allait augmenter, que l'électricité allait augmenter. Et on savait qu'au niveau alimentaire, on commençait déjà à avoir une forte augmentation de nos factures et qu'on savait qu'à terme, on ne pourrait pas gérer. On a déjà cramé une partie de nos économies pendant ces 7 mois. On ne le regrette absolument pas. On ne regrette pas d'avoir dépensé cet argent pour des réfugiés plutôt que de partir en vacances. C'est absolument pas la question. Mais par contre, on sait qu'à un moment, il faut aussi que voilà, il faut vivre. Il ne faut pas épuiser les aidants, c'est clair. Exactement. Et puis, comme j'ai dit, j'ai des problèmes de santé. La Hongrie n'a pas le meilleur système de santé au monde. Mon traitement, j'en ai pour 300 €. Les 300 €, il faut que je les sorte quand même. Oui. Eh bien, écoute. Bravo pour ton engagement, en tout cas. On a été très heureux de te recevoir et que tu puisses partager ton expérience. Donc, justement, épisode 2, quand vous voulez. Hein. Exactement, voilà. Comme on parlait des difficultés à venir, ce sera sûrement l'occasion de te réinviter. D'accord. Pas de problème. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et pour ce soir. Et donc, on va rendre l'antenne. Je pense que là, ce qui vient, c'est donc maintenant la chronique culture qui doit nous être présentée par Mathias. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il me semble que Mathias, la dernière fois, nous avait présenté une chanson en yiddish, qui était la chanson des chômeurs. Et alors, il me semble qu'aujourd'hui encore, Mathias va nous faire découvrir une nouvelle langue. Alors, je ne vous dis pas où est-ce qu'on va, parce qu'il me semble qu'il va commencer par nous faire écouter un petit extrait, ça va être au chat de deviner en quelle langue la personne chante et éventuellement qui est cette personne. Alors, pour venir maintenant à notre petite chronique culture, donc effectivement, on va commencer avec un petit audio et vous verrez déjà dans ce petit medley que je vous ai préparé une variété très grande de genres, du tango, des sonorités tziganes, simple chanson avec guitare, du son disco, de la musique latino, du blues, du rap, une chardasse hongroise, du rock.
Voilà, et tout ça du même auteur. Donc, la petite devinette, comme l'a dit Maxime, c'est découvrir quelle langue de notre circonscription, dans quelle langue sont chantées ces chansons. Audio. Onako lep i mlad, prišla mu neka dama i uzviknula tad. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta, ja ne znam šta je razlog. Danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cerglani. Meni je 65. Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protina kći. Gledam Banac, Srem i Bačku s Fruške gore, gledam tako, a u duši lom. Naš soliter je super, brat je na glavi bratu, ali da krenemo redom. Znači na prvom spratu žive dobri južnjaci, znam ih samo po faci i po pesmama. Neki se rode kraj vode, plave dne, i život im surov ritam nametne s neba sve, i metalik BMW. Već mi je bilo na umu da kažem, ajde okreni kubu, da sam rekao bi pukno ko guma. Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. Nama je lepo, taman kako smo zaslužili. Et voilà, apparemment, ça a beaucoup cherché dans le chat et pourtant, ça n'a pas trouvé, ça n'est pas allé assez au sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Balkans, c'est donc la langue, le yougoslave ou le serbo-croate ou le serbe, enfin, on l'appelle comme on veut. Et je vous emmène avec un musicien culte de cette région, le Bob Dylan yougoslave, qu'on lui disait même. Et il s'appelle Đorđe Balašević, qui nous a quittés l'année dernière d'ailleurs, emporté par les conséquences du coronavirus. Alors, toute cette variété qu'on a entendue, elle est également due à sa longévité. Đorđe Balašević, il est né en 1953 à Novi Sad. Novi Sad, c'est une ville dans le nord de la Serbie, justement avec une forte majorité hongroise, et d'où toutes ces sonorités aussi qu'on entendait, tzigane, puis la čardas au violon. Et c'est dans les années 70 qu'il s'est fait connaître, qu'il est devenu dès les années 70 très connu en Yougoslavie, d'abord dans 2 groupes de musique, puis ensuite, à partir des années 80, il a lancé sa carrière solo. Alors, non seulement son style, il était très varié, mais également le contenu de ses chansons, donc qui allait de la chanson d'amour aussi des chansons qui parlent de la vie quotidienne, avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis également des chansons engagées politiquement. D'abord, il a toujours été très partisan de la Yougoslavie en tant que pays d'union de différents peuples qui vivaient en paix à l'époque. Et justement, dans toutes les années 80, quand il a vu tous l'effritement de ce pays et la montée des nationalismes, il l'a déploré également dans ses chansons. Et dès 87, il a écrit une chanson qui est devenue aussi un hymne à la paix, qui s'appelle Samo da rata ne bude, qui signifie « pourvu que n'advienne pas la guerre », et que je vous propose maintenant d'écouter,
qui était enregistré par notre ami syndicaliste de Suisse, Igor Zoric. Donc, on va faire une petite pause musicale maintenant et je vous laisse profiter de cette chanson. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à Igor. Hein. Et donc ensuite, malgré ces appels contre la guerre, parmi d'autres, la dislocation de la Yougoslavie et la guerre a bien lieu et commence en 91. Pendant ces années-là, Balašević se met lui-même en retrait des médias et donne très peu de concerts à cause de ses positions anti-guerre. Et en 96, il devient ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà. Puis en 98, un moment très important non seulement pour sa propre vie et sa carrière, mais même pour le pays en général. Et il sera le premier artiste serbe à donner un concert à Sarajevo, seulement 2 ans après la fin du siège de cette ville par les forces armées serbes. Et dans ce concert-là, il a vraiment été accueilli extrêmement chaleureusement par tout le public qui connaissait bien sûr toutes ses chansons par cœur. En 2000, il sort son album le plus engagé politiquement, qui s'appelle DVD7, les années 90, où il honnie ces années-là. Mais également, il critique très fortement le leader serbe Slobodan Milošević de l'époque. Il participe également activement aux manifestations en 2000 qui entraînent sa chute. Et puis après, pendant les années 2000-2010, il continue à publier des albums, donner des concerts. Ces concerts sont vraiment des one-man shows où il parle beaucoup entre les chansons, toujours avec cet humour, je trouve personnellement très typique de ce pays-là, justement. Toujours le sourire, les gens là-bas. Et à sa mort, c'est vraiment toute la Yougoslavie qui l'a regretté.
les gens se sont retrouvés dans la rue pour chanter ces chansons en Croatie, en Bosnie, en Serbie. Et justement, je voulais vous montrer un extrait maintenant de ces moments-là où on voit les gens dans la rue pour vraiment, il faut le voir pour le croire presque. Svirajte mi, jeste stiže dunjo moja, jeste rana, nek zazvone tambure u transu. Okranite se i mi, da bi vode kao biseri koji blistaju svud po njoj. Srce ludo dišu, ova sila račko. Ja sam je ekonomac čuo. Izlazio iz birtije, kažu da je bio šuma sorta. Ragazze, ćemo se naći okrom, jer drugi cirkus će doći u naš grad. Na sredinu samo kolor, sve to samo jeftin trik. I sve te maske kriju bol, i neki sasvim drugi lik. Voilà, donc voilà, c'était un aperçu de vraiment cet auteur culte de cette région-là. N'hésitez pas à rechercher vraiment sur lui. Il a une page Wikipédia. On trouve énormément de choses sur YouTube. Donc sa chanson, à la fois la musique est vraiment très très belle, mais les textes sont extrêmement puissants. On peut très facilement, à travers les traducteurs sur Internet, il y a même des pages qui traduisent les chansons exprès, qui ont déjà les chansons traduites, on peut les trouver. C'est très fort, c'est très émouvant de découvrir toute cette histoire. Alors, inutile de faire un petit dessin pour expliquer toute l'actualité de ce message de paix et contre les nationalismes aujourd'hui. Mais également, je trouve que c'était l'occasion de montrer une autre image de la Yougoslavie à laquelle souvent on colle à la guerre, la haine, le chaos. Et là, au contraire, on a vu des gens rassemblés en harmonie, peu importe de quel pays des Balkans. Et puis enfin, c'était aussi un exemple, je trouve, de la puissance de l'art et de la musique, comment elle peut, en fait, avec beaucoup de force, servir un projet politique. Et dans ce cas-là, finalement, le projet politique, c'était la paix et la fraternité entre les peuples. Voilà, donc n'hésitez pas à rechercher et j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Mathias pour cette chronique culture qui nous a vraiment fait voyager autant dans le temps que géographiquement. Moi, je vais parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus trocken, comme on dit en allemand, un peu plus sec, qui est la motion de censure. Donc, on a travaillé avec les autres Twitchers et Twitcheuses ce soir pour vous préparer une autre chronique qui s'appellera la Minute Kesako. Voilà, on va traiter les notions politiques et un peu les vulgariser pour que ce soit assez simple à comprendre et en même temps qu'on puisse suivre aussi ce qui se passe en France et sur notre circonscription. Donc là, on va traiter de qu'est-ce que la motion de censure en fait, parce qu'on en entend beaucoup parler. La NUPES en a déposé 4.
Donc, plus récemment, d'ailleurs, la semaine dernière, sur le projet de loi de finances pour l'année 2023. Je le rappelle, motion qui n'a d'ailleurs pas été modifiée pour s'assurer les votes du RN. Hein. C'est souvent ce qu'on entend, notamment dans les médias en France. Les termes migrants et immigration ne figuraient déjà pas dans la motion de censure originale. Donc, il n'y a eu absolument aucun échange avec le RN par rapport à cette motion de censure. Alors déjà, bon, qu'est-ce qu'une motion de censure et puis comment fonctionne une motion de censure? Donc, il y a deux types de motions de censure. Premièrement, une motion de censure, ce qu'on appelle spontanée, offensive, et une motion de censure provoquée via l'article 49.3. Alors, quand on parle de motion de censure spontanée, c'est une motion de censure qui vient des députés. Et ma question, maintenant qui est une petite devinette pour vous, par combien de députés doit être signée cette motion qui vient donc de l'hémicycle? 15, 58 ou 100? Alors, je vais ouvrir le chat pour voir les petites réponses. Donc, première réponse 15, deuxième réponse 58 et troisième réponse 100. Oui, c'est ça. En fait, donc, je vois que quelqu'un a écrit 58 dans le chat. C'est un dixième des députés qui doivent avoir signé cette motion de censure. Et 48 heures doivent séparer le dépôt de la motion de censure de sa discussion pour permettre au gouvernement de convaincre encore et aux députés de se prononcer dans la sérénité. En tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu. Et cette motion de censure-là doit réunir la majorité absolue des voix, donc 289 voix actuellement. Si elle est adoptée, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement. S'ensuit après, si le gouvernement est renversé, des nouvelles élections. On va parler maintenant de la motion de censure qu'on appelle la motion de censure provoquée, donc via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui vient en fait de la Première ministre, donc et actuellement Elisabeth Borne, c'est une décision qui lui émane, et elle engage en fait la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur tout ou une partie d'un texte. Et ce sera un texte donc qui sera adopté sans débat, sauf si la motion de censure est déposée dans les 24 heures et votée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cette motion de censure provoquée par la majorité, par le gouvernement, doit réunir 58 députés également. Et si elle est adoptée, on a une démission du gouvernement et un rejet du texte, ce qui n'a jamais été le cas en fait depuis 1958. On a eu différentes, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, différents gouvernements qui dont l'opposition en fait a déposé différentes motions de censure. Mais voilà, ce sont les informations, on va dire globales sur la motion de censure et pour l'instant actuellement utilisée non pas comme à la NUPES, nous n'avons malheureusement pas de majorité à l'Assemblée. C'est pas forcément dans le but complet de renverser le gouvernement, mais plus de montrer aussi un désaccord profond avec les textes adoptés sans discussion, parce qu'en fait, c'est aussi piétiner l'action parlementaire que de faire appel à un 49.3, sachant que les derniers 49.3 qui ont été utilisés, donc c'est-à-dire de passer sans discussion du texte à l'Assemblée directement l'application du texte, il portait sur les dépenses et les rentrées d'argent du gouvernement, donc sur des lois de finances. Et sur ces lois de finances-là, on peut complètement faire appel au 49.3 de manière illimitée. Et bien sûr, dans ces projets-là, en fait, dans ces projets de loi de finances, il y a aussi des parties qui concernent les Français de l'étranger et Françaises de l'étranger, notamment le budget dédié à l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, le budget des consulats, le budget des ambassades. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce genre de 49.3 nous impacte directement en tant que Français et Françaises de l'étranger. C'est tout pour la minute Kesako. Nous allons passer désormais, alors il me semble, d'après ce que j'ai bien compris avec Maxime, au décryptage de ce qui se passe dans notre circonscription et à la fois dans le national, c'est-à-dire les actions de notre député. Je fais apparaître Maxime.
Salut Maxime. Alors, Re-salut. Maxime, est-ce que tu veux... Donc, notre député a signé une tribune rédigée par le député de la circonscription de la péninsule ibérique. Est-ce que tu veux revenir sur cette tribune-là qui concerne spécifiquement les Français de l'étranger? Bon, en fait, ouais, ce que je te propose, c'est que donc moi, que je parle un petit peu donc de cette tribune qui est enfin, d'une tribune donc, qui est parue dans Le Monde le 25 octobre et qui a été signée par, il me semble, 9 députés de la majorité, donc 9 députés des Français de l'étranger de la majorité, plus des sénateurs. Voilà. Et toi, après, Asma, tu vas peut-être nous parler de la lettre d'information de Frédéric Petit qu'on a reçue, qui attaque largement la NUPES. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et aussi d'un amendement que Frédéric Petit essaye de faire passer, qui pour l'instant est passé en première lecture, donc qui remet qui est une attaque, qu'on considère être une attaque contre l'AEFE. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, sur les 2 textes qu'on a reçus, entre la newsletter de Frédéric Petit qu'on a reçu plus la tribune donc, qui a été signée dans Le Monde, pour moi, c'est vraiment des textes qui cherchent à dépolitiser des sujets qui, en fait, mériteraient un vrai débat. Et pour moi, je suis désolé, mais ça donne vraiment comme résultat, c'est quelque chose de démagogique sur la forme et d'absolument vide sur le fond. Alors, concernant cette tribune, en fait, c'est une tribune qui part d'un soi-disant constat qu'il y aurait une ambiance hostile aux Français de l'étranger chez les députés de l'opposition. Le problème, c'est qu'ils prennent comme exemple l'impôt universel, qui est en fait une mesure de lutte contre l'évasion fiscale qui est défendue par la NUPES et qui en fait s'appliquerait qu'à une petite minorité de personnes qui tirent un réel profit de leur expatriation. C'est une mesure d'ailleurs, Asma, que tu as largement expliqué durant la campagne et on peut y voir ici uniquement un procédé assez malhonnête finalement pour couper court à tout débat sur l'évasion fiscale et aussi finalement on a l'impression pour créer un problème de toute pièce qui leur permet de se poser en défenseur des Français de l'étranger. Alors finalement cette tribune ça donne lieu pour moi à un texte qui brosse un portrait très généralisant et dépolitisé en fait des Français de l'étranger et qui aborde des sujets qui me paraissent majeurs, mais en les vidant de toute leur consistance politique en fait, alors même que la Macronie brille justement par son inaction dans divers domaines. Je vais juste en fait me contenter de prendre 3 exemples concrets, moi vraiment sur lesquels je peux un peu parler, voilà, qui peuvent me toucher directement. Déjà, par rapport à l'enseignement du français dans les instituts français en Allemagne. En fait, dans la tribune, ils nous disent qu'on est de formidables ambassadeurs de notre culture. Très bien, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a une telle absence d'ambition dans l'enseignement du français au sein des instituts français en Allemagne? On voit que les professeurs de français, en fait, ce sont les seules personnes qui ne sont pas employées, qu'ils et elles sont moins bien payés que dans les organismes locaux, généralement, et que, en fait, à chaque fois qu'il y a des propositions pédagogiques innovantes, elles sont systématiquement refusées. Voilà. Et donc, par exemple, sur ce point, voilà, ce sera peut-être un sujet qu'on pourra traiter dans un autre live, et il y a un débat qu'il faut avoir pour savoir ici à quand est-ce qu'on aura une politique à la hauteur du rayonnement que la France est censée avoir. Ils nous disent aussi dans la tribune que la couverture de santé en fait, est souvent payante. Et moi, j'ai envie de leur dire que c'est bien pour cela qu'il y a la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui existe et qui est bien pratique pour certains Français. Mais la question ici, et là, c'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est que veut en faire Macron? Est-ce qu'il veut l'améliorer et la renforcer en tant que service public, ce que je pense on souhaite, nous, ici, ou alors est-ce qu'il souhaite la soumettre à la libéralisation, comme il y en a l'habitude, ce qui aurait, dans ce domaine, en tout cas, pour conséquence d'augmenter les coûts. Voilà. Et
troisième point aussi sur lequel on pourrait, mais il y en a plusieurs hein, dans les tribunes, mais voilà, si on veut instaurer un certain débat, et aussi aborder des points qu'on pourra traiter un peu plus tard dans notre live, c'est aussi, il pose la question des services consulaires. Il dit oui, donc en effet, on doit souvent faire des centaines de kilomètres pour faire nos papiers d'identité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la situation, elle tend plutôt à se dégrader. Quand moi, je prends ici à Düsseldorf, en fait, le consulat, aujourd'hui, c'est plus qu'un consulat d'influence depuis 2005, et on doit aller à Francfort. Donc, depuis 2005, en fait, on doit aller à Francfort pour faire nos papiers. Donc voilà, ça veut dire que ça n'a pas non plus toujours été comme ça, en tout cas pour nous ici. Donc, moi, je demande à monsieur Frédéric Petit, notre député, après cette tribune, puisqu'il n'est pas content de cette situation, manifestement, est-ce qu'il compte refaire de Düsseldorf un vrai consulat général? Voilà. Pour les quelques points. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est très compliqué finalement de répondre à cette tribune parce que voilà, il dépolitise un peu tout. Donc voilà, ce serait bien qu'on remette un peu de politique là-dedans. Moi, j'ai envie de leur dire en fait que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Français de l'étranger, qu'on ait des étrangers là où on vit. Et que pour moi, c'est aujourd'hui plutôt l'instauration d'un climat hostile aux étrangers en France qui devrait les inquiéter. Moi, j'aimerais bien les entendre par exemple, là, en ce moment, sur la course infernale dans laquelle M. Darmanin s'est lancé hein, pour répondre aux demandes de l'extrême droite, notamment. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que j'avais à dire par rapport à cette tribune. Oui, puis finalement, ils se plaignent du manque de moyens, mais c'est le résultat d'une politique qu'ils mènent eux-mêmes pour privatiser au maximum les consulats. Enfin, on a 20% de fermeture de bureaux. Je vois à Berlin, nous, tu t'habites à Leipzig ou à Dresde, tu dois aller jusqu'à Berlin pour voter. Et donc, forcément, ça explique aussi l'abstention. On n'a pas toujours la possibilité de voter par Internet, quoi. Et je vais revenir, en tout cas de mon côté, sur le mail qui a été envoyé par notre député de la circonscription numéro 7, donc Frédéric Petit, sur son action en général à l'Assemblée. Il évoque notamment un conflit social. Alors, il met ça en parallèle avec le fonctionnement d'une entreprise, alors qu'on sait très bien que la société est composée de services publics à but non lucratif, donc contraire à une entreprise. Et je pense que c'est là aussi toute notre différence. Et c'est ce que disait aussi notre député des Français de l'étranger NUPES, Karim Bencheikh, hier, c'est-à-dire qu'il faut replacer cet échiquier, cet échelon gauche-droite dans le discours politique pour nous faire avancer et pour montrer que nos valeurs, elles se défendent par des idéologies qui sont de bien commun. C'est-à-dire, non, la société ne peut pas fonctionner comme une entreprise et c'est absolument, je dirais, décalé de comparer dans un mail, dans son action politique, la société au fonctionnement d'une entreprise. Ensuite, il évoque ce qui n'est qu'un conflit social. Alors, on voit bien aussi le mépris qui est typique de la majorité présidentielle ou de la minorité présidentielle. Il ne s'agit pas d'un conflit, ce n'est qu'un conflit, non. Il y a des hommes et des femmes derrière qui se battent pour leur existence minimum. J'ai vu récemment aussi une vidéo d'une jeune étudiante qui venait des territoires d'outre-mer et qui avait énormément de mal en fait à subvenir à ses propres besoins. Donc non, ce n'est pas qu'un conflit social, c'est la vie d'hommes et de femmes qui se battent pour jour après jour pour leur existence minimum dans un pays où l'augmentation des salaires ne suit pas celle de l'inflation. Donc il y a vraiment une sorte d'instrumentalisation en fait de cette situation sociale par Frédéric Petit, dans le sens où il y a le fait de se poser en sage et en tempéré et médiateur, alors qu'il y a une violence inouïe qui est celle de l'augmentation des prix par le fait que certains préfèrent servir les actionnaires que les salariés qui ont le couteau sous la gorge. C'est une instrumentalisation qui se poursuit aussi d'un point de vue parlementaire et législatif avec 49.3 en 2 semaines. Le dernier d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, sur les moyens alloués au réseau consulaire. Et puis, ne pas oublier non plus, c'est ce que tu évoquais Maxime, que LREM, c'est le marchepied de l'extrême droite. N'oublions pas que LREM avait recommandé de voter blanc face au duel NUPES-RN dans la commune même du député RN qui a fait une insulte raciste dans l'hémicycle récemment.
Donc, et puis à ça s'ajoute bien sûr la position de François Bayrou par rapport au MoDem, dans le sens où il disait qu'il ne savait pas si le RN était d'extrême droite, ce qui a même choqué Éric Ciotti, donc c'est pour dire. Pour revenir un peu sur le mail de notre député MoDem de notre circonscription, il évoque la lutte contre les inégalités, d'accord, mais alors encore une fois, il faut remettre de la politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on essaye de lutter contre les inégalités si d'un autre côté on vote contre le RSA pour les moins de 25 ans, si à côté de ça on vote contre l'amendement Fiat qui vise précisément à soutenir en fait les proches qui aident les personnes malades de cancer. Donc il y a toute une dissonance en fait dans le discours et les actes. Quand on parle des actes, on parle aussi de son amendement concernant le démantèlement de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui est un opérateur public sous la tutelle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a pour mission de coordonner en fait le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger, communément appelés lycées français. Et dans son amendement, il propose la division de cette agence en deux branches, c'est-à-dire d'un côté l'organisation du réseau des établissements français et de l'autre côté la gestion d'établissements. Ce qui mènerait en fait à la création d'un comité de gestion. Ça amènerait également à la séparation des budgets. Donc on perd en fait un pilotage global, c'est-à-dire qu'on perd complètement la colonne vertébrale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ce comité de gestion serait composé à la fois de parents, à la fois de personnel. Ce n'est pas clair, donc de personnel, bien sûr, de comité décisionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentants des enseignants, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Maxime. Et encore une fois, c'est une entorse à la démocratie sociale que ne pas avoir de représentants de personnel. Et d'autre part, ce n'est pas le rôle non plus des parents de piloter des établissements d'un opérateur public de l'État. Voilà, ça va même à l'encontre en fait de ce que le gouvernement actuel proposait pour l'AEFE. Donc, on a une complète contradiction dans ces missions de service public à l'étranger. Les parents n'ont pas à être juges en opportunité des choix de formation pour les futurs enseignants et ça contribue en fait une nouvelle fois à une privation d'autonomie de l'État dans la conduite de sa stratégie éducative, c'est-à-dire que l'État est amené au bon vouloir en fait et soumis au bon vouloir de comités de gestion qui peuvent être assez intransparents et bien sûr à une augmentation des coûts parce que les parents vont porter les coûts de cette nouvelle gestion. Donc voilà, on a quand même dans cette tribune à la fois, oui, on a des problèmes en tant que Français de l'étranger et d'un autre côté, on va voter des amendements et proposer des amendements qui vont contribuer à détériorer le niveau de vie des familles qui vont peut-être être intéressés pour être dans le système de l'AEFE. Donc voilà, il y a un double discours qui est assez difficile à comprendre et qui va complètement à l'encontre de nos intérêts. Donc on se demande, en tant que député de la nation, il est censé représenter nos intérêts à l'Assemblée. Ça n'est pas fait, donc on est en devoir de demander des comptes à ce niveau-là et j'en interpelle Frédéric Petit à ce niveau-là. Quelle est en fait la vraie raison de cette envie, de cette volonté de détruire l'AEFE qui est pourtant, voilà, gérer l'un des derniers vestiges en fait de ce qu'on peut appeler encore une égalité des chances au niveau de l'éducation à l'étranger et il faut absolument le maintenir. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et si je peux revenir rapidement sur la lettre d'information, c'est vrai que en fait, comme tu l'as dit, il cherche vraiment en fait à dépolitiser ce qui est extrêmement politique. Parce que moi, je trouve que dans le conflit social en fait avec des raffinés, en fait, ça a vraiment montré, en fait, ça a concentré plusieurs sujets d'actualité. Déjà, c'est pas un hasard que ça se passe dans les raffineries, puisque on sait que ça fait 10 ans que les raffineries ferment. Pour des questions de rentabilité pour les grands groupes pétroliers et en fait là ça montre en fait l'incapacité ou probablement l'absence de volonté de ce gouvernement d'intervenir sur des questions qui sont pourtant stratégiques, parce que là on est sur quelque chose d'extrêmement stratégique et ça a aussi montré le refus en fait de l'exécutif d'intégrer la question des salaires pour répondre au pouvoir d'achat. Ils nous ont fait cette loi sur le pouvoir d'achat dans lequel ils ne traitent pas des salaires. Ils ne veulent à aucun moment proposer une mesure qui serait à même de rehausser les salaires.
Et puis, il y a aussi cet acharnement de Bruno Le Maire à ne vouloir instaurer aucune taxe sur les super profits. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans sa lettre d'information, il tape sur la NUPES en disant que finalement, on n'aurait pas d'idées. Mais moi, je ne sais pas dans quel monde il vit, parce que, en fait, justement, les idées qui aujourd'hui sont sur la table, sont débattues et même parfois sont appliquées, et que ça arrive même aux oreilles de la Commission européenne, c'est dire, c'est les nôtres. Hein. Donc, je l'ai dit, la taxe sur les super profits, le blocage des prix. J'entendais récemment que c'était mis sous une certaine forme en Grèce, mis en place sous une certaine forme en Grèce. Et puis là, depuis quelques temps, et il me semble que c'est François Ruffin en tout cas qui a lancé cette idée depuis quelques temps. Enfin, c'est le premier que j'ai entendu parler de cette idée, mais c'est d'indexer les salaires sur l'inflation. Et la Macronie n'arrête pas de nous parler de la fameuse boucle prix-salaire qui en fait dans la situation actuelle, et quand on s'intéresse un petit peu à la situation et qu'on voit ce qui s'était passé il y a 40 ans, en fait c'est quasiment hors de propos de parler de ça, puisque l'inflation aujourd'hui n'est pas du tout due au salaire, et que les salaires progressent deux fois moins vite que l'inflation. Donc c'est une mesure qu'il faudrait au moins essayer aujourd'hui, je pense. Oui, complètement. Et je vois d'ailleurs Isabelle dans le chat qui nous dit dépolitiser dans le sens faire croire qu'il n'y a aucune alternative de choix à faire. C'est exactement ça. Enfin, c'est exactement le fait de dire de toute façon, voilà, on essaye de mettre des pansements à coups de primes, mais finalement, voilà, on sait très bien que les primes, c'est quelque chose qui, sur le court terme, fait croire qu'on est sorti d'affaires. Et finalement, j'ai vu récemment par rapport aux soignants, il y a une nouvelle prime de 128 € qui va être versée. Enfin, en fait, ça devient offensant, en fait, quand tu vois ces métiers du soin, notamment, qui sont complètement mis à la ramasse. Donc, c'est bien d'applaudir pendant le Covid, mais après, s'il n'y a pas voilà, c'est des métiers si essentiels que ça, pourquoi ils ne sont pas revalorisés au niveau des salaires et pas au niveau des primes? Parce que les primes sont vraiment un pansement sur une plaie qui ne désemplit pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Maxime. Je vais remettre Mathias aussi. Merci à toi. Pour ce podcast riche en émotions. Voilà, c'était assez fort. Et en même riche temps, en émotions et en intervenants également, non? Aujourd'hui, on a eu une belle équipe. Voilà. Oui, je vais remettre tout le monde. Hop. Il n'y a plus de place sur l'écran, là, attention. Hein. Voilà, je crois qu'on est limité à 6, là. Il va falloir qu'on change de logiciel bientôt. Et merci en tout cas à toutes et tous. Et je crois que Katia avait encore un mot à faire passer. Oui, merci. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses et j'ai oublié de remercier. Parce qu'il y a des gens qui ont été avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines. Et donc, je vais faire un spécial coucou à Anne, Léa, Alizé, Gaëtan, Mathilde, qui ont été une aide extrêmement précieuse. Ce sont les principaux. Yann aussi à Zurich. Et je remercie tous les volontaires de Vienne, tous les volontaires de Zurich, tous les volontaires de Genève qui ont fait des accueils en gare, les volontaires à Mulhouse, les volontaires à Paris, les volontaires à Lyon. Et après, je vais en oublier d'autres, mais ils ont tous été extraordinaires. Et la mobilisation dont ils pendant des semaines pour accueillir en gare les réfugiés, les guider, leur sourire, leur fournir à boire, à manger, être sûr que tout allait bien, être sûr qu'ils seront dans le bon train, être sûr que leur voyage se passe le mieux possible. Ça a apporté aux réfugiés énormément de confort et de sécurité et de joie. Et je remercie tous les bénévoles qui ont été avec nous pendant ces semaines et ces semaines d'activité. Voilà. Bien, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Katia. Merci, Christine aussi. Vraiment, une très bonne émission ce soir, vraiment passionnante à suivre. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué. Merci à toutes et tous. Et on se retrouve, il me semble, le 20 novembre pour une prochaine édition. Voilà, ravie de vous retrouver. Bonne soirée à toutes et tous.